Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 livres. Les deux premières sont en lecture numérique. Il s'agit du livre La Bête du Bois Perdu de Nina Gorlier, paru chez les éditions Magic Mirror. La seconde lecture numérique, il s'agit de Sorcière de chair de Sarah Bushman, paru chez Nord Absinthe. Ensuite on va parler suite et fin de saga. Suite avec Les Sœurs Carmine, le tome 2, Belle de Gris de Ariel Holz, paru chez les éditions Nemos dans la collection Naos. Et fin de saga avec le tome 3 de Grisha, l'oiseau de feu de Leigh Bardugo, paru chez Milan. Allez, on commence tout de suite avec La Bête du Bois Perdu qui est parmi les 21 présélectionnés au PLIB 2019. La maison d'édition nous a gentiment offert l'e-book, donc je me suis dit que c'était l'occasion, que je pouvais tester et voir si je le mettais parmi mes 5 finalistes. Et ma foi, c'est une bonne lecture, mais au final rien de très transcendant. En fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Sibylle, qui vit dans une famille un peu déstructurée depuis que sa mère s'est fait manger, hein, s'est fait tuer, peut-être pas manger mais tuer par une bête qui vit dans les environs. Cette bête fait des raids assez souvent dans le village, dans les villages à côté, etc. Tous vivent dans la peur de cette bête et Sibylle va se mettre en tête de partir à sa recherche et de la tuer. Donc l'écriture était plutôt agréable. J'ai beaucoup aimé la trame de l'histoire. Le seul vrai bémol, c'est qu'il y avait énormément de longueur dans cette histoire. Au milieu, j'avais l'impression de tourner en rond. J'avais l'impression qu'on essayait de nous faire croire des choses et puis de changer notre perception et de nous refaire croire des choses et de changer notre perception. En fait, voilà, j'avais l'impression de tourner en rond et l'impression de toujours lire la même chose. On est normalement dans la réécriture de La Belle et la Bête. Il y a certains aspects qui rappellent La Belle et la Bête, mais c'est profondément différent. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on parle de plusieurs contes. On nous parle du Petit Chaperon Rouge, on nous parle de Cendrillon, de La Belle au Bois dormant, si je ne me trompe pas. Bref, j'ai aimé retrouver tous ces éléments des contes de mon enfance, un petit peu retravaillés, un petit peu mélangés, mais pour le coup, c'était peut-être un petit peu trop. Ça faisait un petit peu trop fouillis. Au fil de cette lecture, on a l'impression d'être dans un rêve, on ne comprend pas trop ce qu'on voit, on est un petit peu comme Sibylle, un petit peu perdu. On rentre dans ce bois en cherchant la bête est présente, la bête nous traque, mais à chaque fois que Sibylle rencontre quelqu'un, les gens n'ont aucune conscience de la bête, personne ne sait que cette bête existe. Même nous on se pose la question, est-ce que cette bête existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce que Sibylle a tout inventé? Bref, on essaye de nous faire croire pas mal de choses. Le dénouement de l'histoire, oui, il est ce qu'il est. Bref, ça a été une lecture agréable, mais pas fantastique. Autre lecture dans le cadre du PLIB, mais cette fois-ci pas parmi les 21 présélectionnés, mais parmi les centaines d'autres qui étaient au début de l'aventure. Sorcière de chair, j'en avais entendu parler par Manon de la chaîne Vibration Littéraire, je sais qu'elle l'a lu, je sais qu'elle l'a beaucoup aimé. Donc je me suis lancée là-dedans et nous allons suivre une jeune femme qui est inspectrice. Je ne vous dis pas son nom parce que je l'ai oublié, comme très souvent. Et comme c'est sur liseuse, eh bien je ne peux pas retrouver à moins d'ouvrir ma liseuse et tout. Bref. Nous allons suivre une jeune femme qui a un passé bien particulier. Pour l'instant, nous la retrouvons, elle est policière. Elle va enquêter sur le meurtre d'une femme. Enfin, pour l'instant, je vous dis meurtre, mais au début, c'est un suicide. Un suicide assez particulier puisqu'on a l'impression qu'elle a été influencée. Cette femme c'est découper des parties de chair, c'est vider de son sang, bref, une mort assez étrange. Et ce que l'on va apprendre, c'est que cette policière qui est en charge de l'enquête est une sorcière de chair et qu'elle reconnaît un petit peu
les événements comme une manipulation d'une autre sorcière de chair. On est dans un monde un petit peu comme True Blood, si vous connaissez True Blood, où on connaît l'existence des sorcières depuis un certain temps et elles sont condamnées. Et voilà, en fait, on va attribuer cette meurtre à une sorcière de chair et la policière va faire sa propre enquête et va chercher qui est cette sorcière et elle va replonger un petit peu dans son passé. Je ne vous en dis pas plus, c'était une lecture très sympa, vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que on n'est pas sur quelque chose d'ésotérique, on a des explications scientifiques aux capacités des sorcières à contrôler les gens. C'est vraiment très précis, on nous parle de zones dans le cerveau, de la connexion entre les neurones, de l'hypothalamus, bref c'est quand même très médical. Et on comprend en fait le mécanisme de comment se passe en fait la manipulation des sorcières de chair grâce à un élément scientifique. Et pour ça, ça a été une super surprise. J'ai beaucoup aimé cette mythologie là, j'ai beaucoup aimé qu'on parte sur du scientifique plutôt que sur du mystique. C'était très agréable. Après c'est très sanglant, hein. On a plusieurs meurtres et à chaque fois les meurtres sont tous plus dégueulasses les uns que les autres, donc je préfère vous prévenir, c'est pas un roman ado, c'est pas du young adult, c'est de l'adulte totalement. Voilà, j'étais bien dans ma lecture, j'étais très bien dans ma lecture. Au fur et à mesure on nous dévoile des éléments du passé de cette policière. Et le bémol pour moi c'est la fin que je n'ai pas... C'est pas que je l'ai pas aimé, c'est simplement que je l'ai trouvé trop abrupte. J'ai fini ce livre, il me restait je sais pas combien de pages, bon c'était sur la liseuse. Et en fait, je tourne la dernière page et là je me rends compte que c'est fini. Que ce que j'ai lu avant, c'était la fin. Et là je me suis dit mais c'est pas possible. J'étais en mode mais il me faut quelque chose là, c'est pas fini. Voilà, je peux pas vous en parler plus, je ne peux pas vous dire en quoi cette fin m'a un petit peu choquée. Mais c'était, pour moi c'est pas dans le bon sens du terme, c'est pas oh, mon dieu je veux savoir la suite, parce que non, c'était dans le sens d'accord, l'auteur nous propose ça et c'est tout. Je veux dire, on s'arrête là et c'est tout. Voilà. J'ai vu plusieurs avis comme quoi la fin ne les avait pas gênés. Moi elle m'a dérangée. C'est vraiment dommage parce que ce roman il était très très bien pour moi et cette fin voilà. Je ne vous en dirai pas plus, je suis sûre que d'autres ont probablement adoré cette fin. Ce n'est pas mon cas, mais je peux quand même vous conseiller le roman parce que j'ai passé un super moment tout au long. Voilà, c'est juste cette fin qui ne m'a pas convenu à moi. On continue avec le second tome des Sœurs Carmine. Ce second tome est dédié à Tristabel Carmine, donc c'est l'aîné, si je ne me trompe pas. L'aîné des Sœurs Carmine, nous sommes à Grisaille, dans une ville bien particulière, avec une quantité énorme de cimetières où les gens côtoient des vampires, des ghouls, des créatures surnaturelles. Et ici donc nous suivons Tristabel qui elle n'a qu'une seule envie, c'est de devenir la suivante de la reine. Je crois que c'est la suivante. Bref, elle veut assister à une fête, elle ne veut pas rater cette fête où normalement la reine devra choisir sa suivante. Et voilà, ça peut paraître très superficiel comme ça, mais en même temps ça résume très bien le caractère de Tristabel. Tristabel, elle est juste effroyable. Mais je l'ai adorée. Franchement, autant j'avais bien aimé le tome 1, mais c'était un peu une banale enquête. Finalement je m'étais pas forcément plus imprégnée des lieux, pas forcément plus attachée à Mériver qui était la première protagoniste du tome 1. Mais Tristabel, elle est pas possible. Je vous jure, elle a des réflexions, mais tout le long du livre j'étais choquée par ses réflexions, par ses actions. Elle est froide comme la pierre, elle se fiche pas mal de tous les autres, tout ce qui compte c'est elle. Elle est capable de faire des choses incroyables pour une robe.
Bref, c'est jouissif. Franchement, ce tome 2 était jouissif. Je savais que ce tome 2, ça allait être la révélation, parce que Tristabel, déjà, on la voit un petit peu dans le tome 1, mais là, un tome consacré à elle, c'était génial. Je vous conseille cette saga parce que rien que pour le personnage de Tristabel, je pense que vous allez grincer des dents, vous allez rigoler tout seul des manipulations qu'elle peut faire. Et puis il y a un côté sérieux quand même parce qu'on en apprend un petit peu plus sur elle, sur son passé, et moi je me suis attachée à elle quoi. C'est horrible parce qu'elle en a rien à faire de personne quoi. C'est une pourriture cette fille. Mais j'ai adoré. J'ai adoré et puis ben je continuerai la saga avec plaisir en retrouvant Dolorine. On verra bien ce que donne la petite parce que j'ai hâte de voir Dolorine avec Monsieur Nyx. Parce qu'elle est bien barrée aussi hein. Mais Tristabel, ça vaut le coup. Et on termine avec une fin de saga. J'ai terminé avec Marilyn Titomamax en lecture commune. Ce troisième et dernier tome de Grisha. Voilà, hein, vous le savez, j'aime d'amour Six of Crows. J'ai commencé Grisha en me disant que je retrouverais peut-être cet univers de Six of Crows. Et c'est vrai que je savais que la saga avait été écrite avant, donc que l'auteur c'était un premier livre, donc elle faisait un petit peu ses armes dessus. Et oui, j'aimais bien, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 était peut-être un petit peu en dessous parce que l'héroïne m'agaçait. Mais ce tome 3, il a rempli toutes mes espérances. En fait, on suit Alina qui va se découvrir des pouvoirs de Grisha. Et elle va au fur et à mesure des tomes chercher à acquérir de plus en plus de pouvoirs. Aux côtés du Darkling, aux côtés de Mal, son ami d'enfance, aux côtés de Nikolai, bref, pas mal de personnages que vous allez découvrir dans cette saga. Et ce troisième tome, je pensais avoir vu un schéma. Premier schéma, premier livre, on essaye d'acquérir un artefact. Second livre, on acquiert un second artefact. Troisième livre, on cherche l'oiseau de feu, c'est le troisième artefact. Et en fait, l'auteur va bouleverser tout ce que l'on pensait. Oui, on va chercher l'oiseau de feu. Mais non. En fait, j'ai trouvé tout ce que je recherchais et tout ce que je cherchais vraiment à retrouver dans Six of Crows. J'ai retrouvé plus de profondeur dans les personnages. Alina cesse un petit peu de se torturer l'esprit entre j'ai du pouvoir, est-ce que je veux en acquérir plus, est-ce que je ne vais pas sombrer comme a sombré le Darkling. Voilà, elle se posait mille et une questions. Là, elle va avoir des choix à faire et des choix beaucoup plus difficiles que ce qu'elle a eu à faire dans les tomes précédents. Les personnalités des autres personnages aussi se complexifient. Mal, je le voyais un petit peu comme une personne assez lisse. Dans le second tome, il m'agaçait parce qu'il repoussait Alina parce qu'il n'était pas du même monde, etc., etc. Là, il prend conscience de ce combat qui va se dérouler et que ce sera probablement le dernier. Et on a vraiment cette tension dramatique dans ce troisième tome, cette sorte de mélancolie aussi en se disant que c'est la fin, que ça va être le dernier combat et que tout le monde ne survivra pas. Voilà, on a beaucoup de rebondissements dans ce troisième tome. Et voilà, moi ça m'a plu, j'ai adoré lire ce livre. J'ai été surprise, alors peut-être que certains devineront le déroulement des événements. Moi je n'ai pas du tout deviné. J'ai été embarquée, j'ai pas cherché à savoir et je suis tombée sur le cul à chaque fois. L'auteur ose des choses que je n'ai pas vu venir et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, donc cette saga pour moi, eh bien, elle n'est pas au même niveau que Six of Crows, ça c'est sûr, je pense qu'on ne peut pas l'égaler. Mais elle est vraiment très sympa pour commencer en fantasy et pour commencer les Verdugo d'une manière plus douce, voilà, avec une fantasy plus classique que Six of Crows, mais dans un univers identique. À un moment on parle de Ketterdam, j'étais folle quoi, je me disais oh on parle de la ville
des personnages de Six of Crows. Et je pensais même qu'on allait y aller. Non. Donc vous pouvez très bien lire cette saga indépendamment de Six of Crows. Commencez par celle-ci parce qu'elle est peut-être plus accessible. Il y a moins de personnages, quoique... Mais bon, il y a quand même un personnage central avec Alina. Et après continuez sur Six of Crows. Voilà. Mais ouais, je vous la conseille quand même parce que j'ai passé un excellent moment. Et vraiment ce tome 3 il est explosif. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou non, s'ils vous font envie. En tout cas moi je suis contente, j'ai terminé une autre saga. J'en ai aussi attaqué d'autres, hein, mais j'en ai terminé une. Et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.